RMC. L'invité ce matin, c'est Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Écrivain, journaliste, auteur surtout de l'histoire intime de la Ve République chez Gallimard. Vous étiez venu pour le 2e tome sur ce plateau, La Belle Époque. Nous voilà arrivés à la tragédie française. On va en parler bien sûr. Vous allez aussi nous éclairer à travers votre expérience et votre récit sur l'actualité d'aujourd'hui et la France de 2023, celle du président Macron. D'abord, en quelques mots quand même pour planter le décor, cette tragédie française, c'est quoi? À quoi elle tient en substance? Il suffit de regarder autour de soi. Effondrement de l'économie, d'une certaine manière, parce que ça marche pas si bien que ça. Notamment l'endettement, vous voyez très bien, qui pèse sur l'augmentation exponentielle des dépenses publiques. Ça, c'est l'économie, mais aussi vous avez la crise de l'autorité. Une sorte d'affaissement général. Vous voyez, avec par exemple le droit, le refus d'obtempérer qui devient un droit. Enfin, tout ce genre de choses. Il y a un péché plus mortel que les autres, de votre point de vue. S'il y avait un travers qui aujourd'hui expliquait cette tragédie? Ouais, je dirais, moi, c'est une espèce de je m'en foutisme général de laisser aller. Et on est sur un toboggan. Mais moi, simplement, je ne suis pas décliniste et je pense qu'on peut très bien redresser la barre. Donc c'est pour ça que ce sont des bouquins très, très durs, je reconnais, violents, sévères, mais en même temps, il y a une espèce de joie et surtout... Une pointe de lumière quand même. La France est trop belle pour mourir et puis, comme disait le général de Gaulle, elle nous enterrera tous. Donc moi, je pense, si vous voulez, je suis pas en train d'expliquer que tout est fini. Mais je dirais que tout va très mal, oui, bien sûr. Et je le dis j'essaie de le dire avec humour. Alors on va en reparler en détail, bien sûr, tout au long de cet entretien. Je voudrais d'abord avoir votre regard sur celui qui aujourd'hui essaye de tirer la France vers le haut, avec certainement beaucoup de défauts, beaucoup de travers, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, aujourd'hui réunit à Saint-Denis les chefs de parti, alors presque tous, parce que 3 d'entre eux ont décliné, Éric Ciotti pour les Républicains, Olivier Faure pour le PS, Manuel Bompard pour la France Insoumise, avec chacun leur critique, ils ont chacun publié des lettres. Éric Ciotti accuse Emmanuel Macron de nourrir la crise démocratique en démultipliant les initiatives en dehors du Parlement. Olivier Faure parle de mise en scène, la France Insoumise d'exercice monarchique. Le chef de l'État a parlé de faute politique majeure de la part de ses absences. Est-ce que vous voyez une faute également? Non, ils ont bien joué. Ils ont bien joué, puisque le président de la République, on voit très bien depuis le début, depuis qu'il est élu, il essaye de passer par-dessus les institutions, voilà. C'est pas le premier président de la République à le faire. Il invente des machins, c'est de la com, c'est beaucoup de communication, d'ailleurs. Cette histoire de Saint-Denis, c'est quand même que de la com de Mais quand vous dites c'est de la com, c'est pas de la sincérité dans la démarche? Vous pensez que c'est juste de l'emballage? Non, mais attendez, c'est l'héritier de Giscard sur ce plan, c'est sûr, c'est pas l'héritier de Hollande, c'est un peu le baladur de Hollande, il a trahi Hollande, mais en fait, c'est l'enfant de Giscard. Et comme enfant de Giscard, il veut réunir 2 Français sur 3. C'était le projet. C'était le mantra de Giscard. Ouais. Et puis de l'autre côté, il veut décrisper la politique. Très bien, moi je suis tout à fait d'accord. Il faut décrisper, il faut se parler. Mais c'est vrai que, alors ce point de vue, la lettre de Ciotti est juste, c'est-à-dire qu'il y a tous les moyens de le faire. Il peut recevoir régulièrement d'ailleurs les chefs de la majorité, de l'opposition, de différents partis. Des groupes politiques au Parlement, c'est ça l'idée de Ciotti, Parlement, il y a un Parlement. bien sûr, mais il y a un Parlement et effectivement, il faut les recevoir régulièrement. Ce qui n'est pas fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée de je réunis de temps en temps tous ces messieurs et puis je leur fais des grands discours, c'est pas tout à fait la décrispation. Donc je pense que peut-être d'ailleurs qu'il va commencer. C'est amusant parce que j'ai trouvé la presse, vous savez, critique toujours Ciotti. Et moi quand j'ai vu ça, lui c'est un joli coup parce que finalement il va se retrouver avec Bardella tout seul. Et si vous voulez c'est assez. Alors pas tout à fait tout seul. Il manquera les oppositions peut-être les plus proches, LR et PS. Mais c'est quand même. Ça a été relevé. Voilà, sur le fond, il l'a voulu, il l'a eu. Franz-Olivier Gisbert, on va parler dans cette réunion à la fois de Gaza, de l'Ukraine, mais bien sûr des sujets institutionnels, notamment la question du référendum. On sait que le chef de l'État veut proposer de faciliter l'organisation d'un référendum d'initiative partagée, mais à condition qu'il ne porte pas sur un texte débattu au Parlement, ce qui restreint forcément la portée. Donc, cette idée de réforme... Qui évite le référendum sur l'immigration. Voilà, et sur l'immigration aussi. Alors l'immigration, oui. Il ouvre la porte pour plus tard. Mais enfin bon, il la ferme là pour maintenant. Vous pensez qu'il a raison de vouloir engager ce débat sur le référendum, de vouloir dire on consulte les Français pour le coup, si on élargit les possibilités de référendum? Oui, je suis pas contre, mais mais pas pour non plus. Non, je suis pas contre, mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes graves qui se posent à la France, on a vu ça d'ailleurs régulièrement, c'est pas la première fois, mais les politiques, qui soient d'ailleurs présidents ou qui soient dans l'opposition, proposent toujours des réformes constitutionnelles ou des réformes. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'abord de faire repartir l'économie. C'est quand on pense à toutes
tout cet endettement, tous ces chèques en bois que nous faisons, parce qu'en fait, on vit sur l'avenir, et le fait que, en même temps, moi, je suis pas contre l'endettement, mais à condition d'emprunter pour investir. C'est pas ce qu'on fait. On emprunte pour boucler les fins de mois, vous voyez, pour boucher les trous. Et c'est pas une bonne solution. Et parce que la France était un grand pays. C'est ce que on en parlait pour le tome 2, la belle époque avec Pompidou et Giscard. C'était d'ailleurs les conséquences de la politique de Gaulle. Les gens venaient de partout pour voir le modèle français. Vous vous souvenez, l'équipe américaine de l'Hudson Institute qui expliquait, voilà, c'était ça l'avenir du monde, c'était la France qui avait une croissance de 5 à 6%, une croissance à la chinoise à l'époque. On est très loin de tout ça, donc il faut repartir à zéro, il faut être un peu sérieux, quoi, c'est tout. Et cesser cette espèce de cinéma permanent, on a l'impression, voilà, c'est un, comment dire, oui, c'est une sorte de show incessant, mais il faudrait revenir au vrai problème. Mais est-ce que derrière le show, François-Olivier Gisbert, il n'y a pas quand même des sujets qu'il faut traiter? Par exemple, cette idée qu'on évoquait d'un référendum sur l'immigration. Bon, certainement pas maintenant, peut-être un jour. Vous, dans votre livre, vous parlez de ces dirigeants qui ont eu les bras ouverts à la mer migratoire. Oui, Est-ce que c'est pas un sujet qu'il faut traiter? Est-ce que le référendum n'est pas la bonne manière de le traiter, comme le disent la droite, l'extrême droite? Oui, je pense qu'à un moment donné, certainement. Là, en ce moment, c'est un peu chaud, puis de toute façon, c'est pas possible. On est en plein examen de projet de loi au Parlement. Voilà, donc c'est impossible. Mais enfin, je pense qu'effectivement, il faut essayer d'associer les Français qui sont très distants par rapport à la politique, et que c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie. Il faut leur montrer qu'on s'intéresse aux problèmes qui les concernent, aux problèmes dont ils parlent. L'immigration en est un. L'immigration, la sécurité, mais je veux dire même l'économie, l'inflation. Il n'y a pas que l'inflation, c'est-à-dire l'inflation va très bien. Bon, il y a toujours cette idée, vous voyez, de protéger les Français, mais enfin, c'est un peu bidon, les gens voient bien que c'est un peu bidon, mais bon, ça c'est d'ailleurs Chirac qui a commencé à instituer ça, d'ailleurs Mitterrand aussi, c'est dans la ligne, il faut vous protéger, ça c'était la phrase clé de Mitterrand reprise par Chirac, et là Macron évidemment en fait beaucoup dans ce genre. Mais c'est pas comme ça non plus qu'on gouverne. Vous savez, De Gaulle disait, gouverner c'est être dur aussi, et De Gaulle disait, gouverner, c'est dire non, 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 non. C'est aussi ça, gouverner. Vous vous rappelez aussi ce que disait Pierre Mauroy en 83, Routel Krief le racontait très bien hier dans l'émission de David Pujadas, quand il dit « Vous devriez écouter un peu le peuple. Il est inquiet, il faut le rassurer, en nous montrant ferme sur nos principes. » Qui pourrait dire ça aujourd'hui? Quel est l'héritier de ces propos? Pas l'héritier de Pierre Mauroy, mais l'héritier de ces propos-là. Cette idée d'écouter le peuple et d'être ferme. Bon, il y en a un peu partout. Darmanin, par exemple, qui porte le projet de loi immigration, est-ce qu'il est dans ce discours-là pour vous? Je pense un peu, oui. Mais vous avez des gens comme ça aussi à gauche. François Hollande est un peu comme ça. Bernard Cazeneuve. Laurent Wauquiez, c'est absolument évident aussi. Il se prépare de son côté. Enfin bon, c'est pas. Je dirais pas que moi je fais pas un portrait apocalyptique de la France. Je pense qu'il y a une relève. Il y a eu des erreurs qui ont été commises par tous ceux qui ont gouverné la France notamment depuis 1981, il faut bien dire, on est sur un toboggan, voilà, et puis on descend. Mais vous partagez ou pas l'idée qu'il y a un affaissement de la classe politique? On l'a beaucoup entendu ces dernières années dire, depuis que le vieux monde a disparu, que le nouveau monde macroniste est arrivé, même les oppositions n'ont pas réussi à renouveler leur génération. Ouais, ça c'est parce que évidemment, disons, il y a toute une partie, enfin toutes les personnes quand elles ont beaucoup de talent, je suis pas sûr qu'elles soient très attirées par la politique, parce que d'abord vous n'êtes pas forcément bien payé, mais ça a toujours été un peu le cas. Mais en même temps, on vous a, comment dire, un peu coupé la tête. Regardez cette loi idiote du non cumul des mandats dans un pays comme la France, très étatisé, où tout se fait à Paris. Bon, c'était bien d'avoir des barons locaux. Bon, on a supprimé les barons locaux. Évidemment, Macron était très content de ça. C'est d'ailleurs Hollande qui l'a fait avant, mais cette espèce de courant général, c'est pas comme ça qu'on aura une classe politique. La classe politique, il faut, comment dire, le côté, si vous voulez, dès que quelqu'un est ministre, on va fouiller dans ses affaires, on va regarder. Il y a la transparence de la vie publique. Oui, mais enfin, une transparence, disons, un peu, comment dire, toujours à sens unique, d'ailleurs, qui vous savez très bien, les gens ne sont pas dupes là-dessus. Qu'est-ce que vous dites à sens unique? À sens unique, c'est surtout la droite qui paye. La droite qui paye. Enfin, notamment LR, c'est assez amusant quand on regarde les décisions de justice par rapport. Enfin, il y a juste un parti. Est-ce que vous pensez qu'il y a un parti pris politique d'une partie de la justice? Je ne dis pas toute la justice, alors là, surtout pas, parce qu'au contraire, d'ailleurs, en tant que directeur de la publication du Point pendant des années, j'ai pu voir des juges qui étaient souvent plus formidables les uns que les autres, donc je ne suis pas du tout anti-magistrat, mais simplement, c'est vrai qu'il y a une tendance, c'est vrai, à la politisation de la justice, qui est assez, on le voit très bien, où l'innocent, enfin, comment dire, la victime des écoutes téléphoniques, enfin, des fadettes, plus exactement,
Éric Dupond-Moretti est traité comme un coupable. Bon, il y a un truc qui va pas. Vous trouvez qu'il est injustement traité? Évidemment, oui, bien sûr. Trop durement non, traité. mais c'est ridicule. Je crois que les Français, dès qu'ils regardent un peu le dossier, c'est amusant de penser que les 3 magistrats qui ont fouillé dans les relevés téléphoniques d'un grand avocat, ce qui se fait pas, qui est quelque chose qui est une faute, eux sont innocentés immédiatement. Et c'est la victime qui se trouve. Mais s'il est, par exemple, là, on n'est que par-dessus tête. Et c'est ça le problème aussi de la France. Hein. Ce qui ne va pas aussi, c'est l'inversion des valeurs. Hein, c'est-à-dire que les Français ont des droits par rapport, évidemment, les Français ont des droits, mais ils doivent aussi avoir des devoirs. Si Éric Dupond-Moretti est condamné, vous considérez qu'il devra quitter le gouvernement parce que condamné, ou qu'il pourra rester parce que procès que vous avez l'air de dénoncer comme politique? Oui, moi je pense qu'il devrait rester. Ouais. Ça on verra. Je ne suis pas sûr que le gouvernement, que le président a le courage de le garder. Je pense qu'il devrait rester. Je voudrais qu'on dise un mot également du contexte international, bien sûr, qui est très important et qui a aussi valu des critiques au chef de l'État, notamment pour son manque de clarté. Alors lui, il a répondu en disant « Mais la position française est claire. Elle s'inscrit dans la tradition française, dit-il. » Il liste l'engagement historique à l'égard d'Israël, le soutien aux aspirations légitimes du peuple palestinien, la volonté d'œuvrer pour une solution à 2 États. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron est dans la tradition française? Oui et non. D'abord, effectivement, la tradition française, c'est ce que vous dites, ce que vous venez de dire dans cette déclaration. C'est de pas ménager la chèvre et le chou, mais enfin une forme d'équilibre. Oui, d'équilibre. Et ça, c'est très bien. Après, ce qui va pas, c'est que vous voyez très bien, et c'est du Macron, c'est du en même temps. Il dit un truc, après il dit le contraire, et après un autre truc, et il dit le contraire. Et ce que révèle cette histoire, c'est quand je parlais de toboggan, on continue à descendre toujours, c'est que c'est la République qui est en question, puisque ce n'est pas une attitude républicaine. Les présidents précédents, il y avait effectivement cette ligne, et on s'y tenait. Mais c'est la République. Emmanuel Macron n'a pas une attitude républicaine. Non, il est républicain, évidemment qu'il est républicain. Simplement, il y a une tendance communautariste. C'est-à-dire, je dis ça pour les Juifs, je dis ça pour la communauté musulmane française, je redis ça pour les Juifs, je corrige, je redis ça pour les Juifs. On voit très bien d'ailleurs, excusez-moi, il ne faut pas faire un dessin, mais quand il va faire des déclarations à la BBC en anglais, il s'adresse à qui? Il s'adresse à la rue arabe, il s'adresse à... Voilà, ça c'est... Et ça, si vous voulez... Déclaration qu'il assume. Oui, qu'il assume, attendez. Il dit, je rappelle, des civils sont bombardés, il n'y a aucune justification. Oui, mais quand il va à la BBC pour parler en anglais, donc en anglais, il parle en anglais, pour s'adresser aux arabo-musulmans, disons aux terres d'islam, quand il fait ça, c'est pour, pour dénoncer Israël. Il pourrait justement avoir là le langage français qu'ont eu avant lui De Gaulle, Giscard, Mitterrand, tous les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin c'est la politique du bourdon sur la vitre. Hein, c'est quoi le bourdon sur la vitre? C'est une espèce d'affolement permanent, je fais ça, je dis ça, etc. Et donc, effectivement, on ne comprend plus très bien. C'est comme ça que vous expliquez aussi le fait que le chef de l'État ne se soit pas rendu à la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier. Là encore, il a dit « Mon rôle n'est pas de faire une marche, mon rôle c'est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays ». Ça peut s'entendre comme argument. Oui, il était très critiqué là-dessus. Moi, je ne le critiquerai pas là-dessus. Je pense que c'est tout à fait son droit de ne pas participer, de dire... Bon, d'autres présidents ont participé, parce qu'il oublie quand même Hollande qui était là. Pour la marche de dimanche dernier, il y avait François Hollande et Nicolas Sarkozy. En 2015, François Hollande pour le 11 janvier. Oui, en 1990, François Mitterrand après le cimetière José Carpentras. Donc, il ne peut pas dire que la tradition, comme il l'a dit, que la tradition, c'est que le président ne soit pas là. Mais moi, je comprends très bien cette décision. Donc, c'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est une vision un petit peu communautariste de la politique étrangère. Je dis ça pour ceci, je dis ça pour les uns, pour les autres, etc. Et en fait, il n'y a pas une ligne. Vous voyez, c'est ça. Je crois que c'est un peu le problème de Macron en permanence. C'est pour ça que les gens ne croient plus. C'est-à-dire, on attend les actes, si vous voulez. Par exemple, effectivement, j'entendais de la part de la communauté juive sur la manifestation contre l'antisémitisme. Là, c'était un acte, parce qu'on en a marre des paroles, puisqu'on n'y croit plus. Vous voyez. Et donc, il faut, à mon avis, qu'ils se recentrent sur une ligne claire. Vous êtes très dur avec Emmanuel Macron. Ce qui est frappant, c'est de voir que vous êtes plus tendre dans le livre avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, que vous réhabilitez. Alors je vous cache pas, j'étais très sévère, que la réhabilitation de François Hollande dans la lutte contre l'islamisme, je l'avais pas vu venir sous votre plume, François-Olivier Gisbert. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui vous ayez cette nouvelle tendresse? C'est pas une nouvelle tendresse, parce que franchement, à l'époque, je l'ai soutenu sur la déchéance de nationalité. Je l'ai soutenu, et il est effectivement partisan de décisions dures. Et lui, il avait une pratique plus
républicaine que Emmanuel Macron. Moi, j'espère toujours que Macron va tomber dans le bon camp. Attention, hein, je ne l'ai pas condamné à jamais. C'est-à-dire que, mais on voit très bien que c'est une sorte de danseur de claquettes là qui fait un peu de communautarisme. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que quand vous voyez la situation dans le monde aujourd'hui. Quand on se compare, on se console. Quand on se compare à la Grande-Bretagne, mais regardez la Grande-Bretagne, voilà le communautarisme, des masses, des populations. C'est la preuve qu'Emmanuel Macron ne fait pas que du communautarisme alors, c'est qu'il défend quand même la République, sinon on serait devenu la Grande-Bretagne. Ce n'est pas la preuve du tout. Je dis que quand on voit le communautarisme, comment dire, parce que la Grande-Bretagne est un pays communautariste, comme d'ailleurs les États-Unis, où il y a des choses absolument impensables en France, qui se passent dans les universités avec des agressions physiques de juifs, etc. Et en Grande-Bretagne, des manifs, des foules énormes qui crient mort aux juifs. Bon, on n'en est pas là du tout en France. Et ça, vous savez quoi? C'est grâce à la République. La République n'est pas morte. J'étais pas en train de vous dire ça. Et je disais pas que Emmanuel Macron est en train de saper la République. Je dis juste qu'il a une tentation communautariste parce que c'est dans l'air du temps. Vous savez, il veut être à la mode. La mode, c'est le communautarisme. On croyait ça. Toute cette génération autour de lui, ces élites mondialisées, comme on dirait, c'est qu'elle elle pense que c'était le modèle. Non, ce n'était pas le modèle. On a un beau modèle en France, la République avec la laïcité, et si vous voulez, cette affaire-là, cette crise-là, a prouvé que franchement, dans cette période, il faut mieux être en France qu'en Grande-Bretagne ou même aux États-Unis. Vous reprendriez, vous, les termes mis en lumière à nouveau par Dominique de Villepin cette semaine qui dit on est dans un engrenage d'une guerre de civilisation, il fait allusion au choc des civilisations de Samuel Huntington. C'est très bien qu'il y vienne, parce qu'à l'époque, Chirac et lui disaient que c'était une horreur, ce livre monstrueux, etc. Mais c'est un livre prophétique, le choc des civilisations. Effectivement, on y est. Après, moi je suis toujours un peu gêné de ces personnalités politiques ou journalistes, vous voyez, qui ont beaucoup de liens avec le Qatar, qui travaillent avec le Qatar et qui parlent de politique étrangère. C'est-à-dire, dans ces cas-là, je pense qu'il y a peut-être un devoir de réserve, vous voyez. Mais sur l'analyse même, sur le choc des civilisations, effectivement, Villepin a raison, oui. Est-ce que vous considérez que ce que vous décrivez aussi dans votre livre, vous employez le terme de crise de la volonté politique, ça peut progressivement mener à la victoire de Marine Le Pen en 2027? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que l'affaissement, est-ce que la tragédie et le toboggan dont vous parliez tout à l'heure mécaniquement mène à ça? Oui, tout à fait. Mais c'est pas du tout écrit. Le problème de Marine Le Pen, elle joue très bien. Hein. Ce parti est devenu une sorte de parti attrape-tout. Moi, je ne fais pas le procès sur l'incompétence, puisque quand on voit la compétence de certains, suivez mon regard, bon, les effets sont quand même pas terribles, quoi. Donc, je pense que d'ailleurs, les Français doivent se dire compétents, incompétents, ils s'en foutent. Le problème de Marine Le Pen, c'est son programme économique. C'est le programme économique de 1981. De François Mitterrand, et vous regardez les effets de ce programme économique, c'était catastrophique. Bon, Emmanuel Macron est une sorte de continuateur de ce point de vue, parce qu'il a beaucoup, oui, emprunté, voilà, il y a beaucoup d'argent, mais non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, ou alors on imprime, et quand on imprime de l'argent, on a l'inflation comme on a aujourd'hui. C'est quand même l'inflation, c'est le résultat de cette politique, avec derrière l'augmentation des taux d'intérêt, qui fera que la charge de la dette va être de plus en plus lourde. Enfin, vous voyez, on va au-devant d'ennui. Bon, et donc, elle, effectivement, je dirais que d'une certaine manière, tout concourt pour la faire arriver au pouvoir. Mais la dernière marche sera quand même, qu'est-ce que c'est que ce programme ? Non, ce programme est quand même... Enfin, surtout pour ceux comme vous qui sont attachés à l'économie. Oui, parce que, attendez, l'économie, c'est fondamental. Quand l'économie se délite, on le comprend bien en vous lisant, tout se casse la gueule derrière. Hein, la crise de l'autorité, toutes ces crises... Bon, la crise de l'éducation nationale, c'est encore autre chose, parce que ça, c'est l'idée de l'enfant roi, là, qui est né dans la fin des années 80, le changement de la pédagogie, etc. C'est une catastrophe. Il suffit de voir le niveau qui... Enfin, le niveau baisse, ça, c'est une connerie qu'on entend depuis des siècles. Mais le niveau, par exemple, en maths, c'est un vrai sujet. François-Olivier Gisbert, on est aussi 50 jours pour jour après le début du mouvement des Gilets jaunes. Depuis, ça reste un spectre, une crainte des dirigeants de se dire est-ce que ça peut repartir? Il y a eu la crainte sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, certains craignent que ça reparte sur le logement. Dans le 6-9 de Jean-Baptiste Boursier ce matin, c'est ce que disait un responsable de la FNAIM en disant après les Gilets jaunes, il y aura une contestation liée à la crise du logement. Est-ce que pour vous, il reste quelque chose, 5 ans après, de ce mouvement des Gilets jaunes? Oui.
Oui, parce que il suffit de se balader dans les villes moyennes. Si vous voulez, le problème, d'ailleurs, c'est un des sujets aussi, évidemment, de ce livre, c'est la désindustrialisation. Songez que nous sommes le pays le plus désindustrialisé d'Europe avec la Grèce. Ça vous dit quelque chose? Hein, bon, et ça c'est bon, et ça c'est pas Macron. Hein, ça fait des années que ça dure. Ça a commencé d'ailleurs beaucoup avec les chocs pétroliers, la fin de Giscard, et puis surtout Mitterrand, et puis tous les autres après derrière, et avec cette idée idiote qui était répandue d'ailleurs, y compris jusqu'à l'ère Macron. C'est très bien parce que la France, avec les services, elle va s'en sortir, etc. Regardez le résultat sur la France, les villes moyennes, où vivent la moitié des Français. La désindustrialisation, les cimetières d'usines, etc. Ce côté tristesse, ce côté... Bon, ça, il faut changer ça. Il faut réindustrialiser. Ce qui fera... Regardez un pays qui ne s'est pas désindustrialisé, même s'il a perdu un peu de plume, évidemment, à l'occasion des différentes crises, qui est l'Italie, c'est autre chose. Il reste, enfin, comment dire, il y a toute une partie du pays qui continue à vivre. Et nous, il y a une partie du pays qui est malade. Et c'est ça, les Gilets jaunes. Ça vient de là. Je retiens quand même, François-Olivier Gisbert, dans votre livre, cette conviction qu'il n'y a jamais de fatalité dans l'histoire. Il y a quand même un peu de lumière au bout du tunnel. Et comme disait De Gaulle, je le répète, la France nous enterrera tous. Merci beaucoup. C'est pour ça que ce livre est quand même joyeux, vous voyez, parce que j'essaie de rire aussi. Même si ça s'appelle Tragédie française, on les je le aura. rappelle, Histoire intime de la 5e République chez Gallimard. On les aura les cons. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert.